Prendre part, c'est un balado engagé sur l'action climatique organisé par la Table de concertation jeunesse en solidarité internationale de l'ACOSI. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sandrine Nelly et j'utilise le pronom « elle ». Je me décrirais comme une militante écoféministe qui a le privilège en fait de naviguer dans le milieu de la coopération internationale depuis quelques années avec l'envie humble mais tenace de mieux comprendre comment est-ce qu'on peut relier nos luttes à l'échelle du monde entier. Puis en fait, un petit fait sur moi, ce serait que j'apprends tranquillement à être loud and proud sur ma queerness. Allô, moi c'est Océane, j'utilise le pronom « elle ». De mon côté, je m'implique dans le milieu de la solidarité internationale depuis environ 3 ans. Je travaille aussi comme adjointe à la direction chez Catalyso. Puis en fait, je me positionne comme alliée de la communauté queer et j'ai particulièrement hâte à l'épisode d'aujourd'hui parce qu'on sait en fait qu'en contexte de crise, les groupes marginalisés sont beaucoup plus vulnérables que les autres groupes. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de lutte queer. Mais pas seulement. En fait, on va aborder les convergences de luttes, donc celles entre les luttes queer et les luttes écologistes. Et pour décortiquer tout ça, on a la chance d'accueillir avec nous Zaël Gour. Zaël est une militante queer anticapitaliste qui s'est impliquée dans diverses luttes et organisations au fil des ans, notamment dans des mouvements de jeunes pour le climat de 2019 à 2020. Elle s'est plus généralement impliquée dans des mouvements queer, trans, anticoloniaux, étudiants, féministes et bien d'autres. Ces différentes expériences l'ont amenée à se concentrer sur l'interconnexion entre les luttes, la construction à long terme de mouvements sociaux et à mettre l'accent sur l'éducation politique et militante. Bienvenue, Zaël. Salut! Content d'être ici. Yeah! Je voulais aussi souligner que tout à l'heure, on va avoir la chance d'entendre un extrait d'une entrevue avec Philippe Fontecilla Gutiérrez, qui est originaire du Chili et qui est aussi responsable du développement organisationnel et d'impact chez l'ONG 1.5. Donc là, pour commencer l'épisode d'aujourd'hui, je pense que c'est important que tout le monde ait les mêmes bases. Donc, Zaël, est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre LGBTQIA+, et queer, à tes yeux, et aussi dans une perspective un peu plus officielle ou théorique? Ouais, à mes yeux, pour faire simple, queer, ça représente en fait un rejet de l'assimilationnisme ou l'idée qu'on devrait se transformer pour devenir acceptable aux yeux de la société, pour mériter comme le droit de vivre ou d'exister pleinement. Fait que c'est un terme qui est très laudé politiquement à mes yeux. Tandis que LGBTQIA+, 2S, tout l'alphabet, ça s'est développé plus dans l'idée de dire il y a plein d'identités distinctes qu'on réunit ensemble. Puis c'est comme un terme qui se veut compréhensible, en fait. C'est comme un peu l'essence du truc, c'est de dire voici toutes les identités, on va essayer d'être exhaustif, tout recouper. Puis après, c'est ça, dans l'académie queer, c'est utilisé pour juste aussi parler de tout ce qui est comme un peu flou. Tandis qu'LGBT, ça représente comme le mouvement plus officiel, souvent, ou genre les organisations. Puis d'un point de vue théorique, historique, c'est comme ça qu'LGBT, ça émerge, en fait. C'est d'abord les mouvements gays et lesbiens qui s'étaient séparés dans la presse Stonewall, qui se réunissent, fait qu'ils font le mouvement gay et lesbien. S'ajoute à ça la prise en compte des identités bisexuelles. Puis ça devient le mouvement LGB. Puis ensuite, on inclut les identités trans, etc. Tandis que queer, c'est une histoire vraiment particulière, en fait. À la base, les gens doivent peut-être le savoir, mais c'est une insulte. Mm-hmm. C'est un slur qui est utilisé surtout pour les gens qui sont perçus comme des hommes gays ou efféminés, peu importe c'est quoi la réalité de leur vécu derrière. Mais dans le fond, le terme a été repris et revendiqué surtout, en fait, dans le comme underground, dans les milieux les plus précaires et marginalisés des communautés à New York pendant la crise du sida, comme une manière, en fait, de renverser la vapeur, mais aussi de refuser l'idée qui était comme populaire chez certains milieux institutionnels qu'il fallait devenir des gens respectables. Puis, une des premières utilisations du terme qu'on voit, c'est un célèbre pamphlet qui s'appelle Queer Read This, que je recommande à tout le monde, c'est très court, où justement, il explique pourquoi ils reprennent ce terme-là, puis il parle d'autodéfense communautaire, il parle de comme se battre pour les droits contre le fait que la communauté soit abandonnée face au sida. Fait que le terme vient à la base des communautés marginalisées, puis ça a été beaucoup repris par l'académie, puis ça a été un peu dénaturé, on l'a donné un autre sens. Puis le queer, ça évoque plus une idée de, comme dans le milieu académique, une idée de rejet des termes identitaires, de fluidité. Mais comme moi, je l'utilise, c'est le Queer Nation, the Queer Read This, c'est le queer des groupes marginalisés new-yorkais qui se battaient pour leurs droits.
Tandis que LGBTQ+, c'est très associé au milieu des organismes communautaires, non-profit, les milieux plus institutionnels ou reconnus, mettons. Puis ça se voit un terme qui est marqué par une idée d'inclusivité, beaucoup. Puis, j'en profite pour faire du pouce. On est la vision de Prendre part, c'est un balado sur l'engagement écologique. Puis pour ma part, j'étais très fébrile à l'idée de pouvoir faire ce maillage-là entre lutte queer et lutte environnementale parce qu'on a cette espèce de pensée-là que c'est un peu deux luttes qui sont différentes, qui sont chacun de leur côté, alors qu'il y a beaucoup de choses qui les relient. De ton côté, Zaël, qu'est-ce que tu as pu observer qui relie ces deux luttes-là? Ben, tu sais, de base, je pense que toutes les luttes sont reliées. Parce qu'au final, toutes les luttes de libération, de droit, de progrès, de justice sociale, climatique, se battent contre un système d'oppression, de discrimination, d'exploitation qui est relié. Puis ça soit des luttes antiracistes, discrimination précise sur le genre, ou la lutte contre la destruction du vivant. Puis il y a un fond derrière un monde qui est plus juste, qui est construit sur des valeurs puis des manières de faire qui détruisent pas, qui oppriment pas, qui blessent pas. Mais aussi, tu sais, comme pour les luttes écologiques, je veux dire, les queers et les trans, comme on est des gens qui vivent sur Terre, genre. Dans le sens que comme tout le monde est touché par la crise climatique parce que comme... Ben, excepte Elon Musk qui s'en va vivre sur Mars, là, mais genre, le reste d'entre nous, on n'est pas ni ici, tu sais, il va falloir qu'on prenne soin de la seule planète qu'on a. Puis d'autant plus, en fait, comme d'autres groupes, les personnes queer et trans sont surreprésentées dans les milieux les plus précaires, les communautés itinérantes, les réfugiés, les migrants. Puis ça fait que, en fait, toutes les conséquences de la crise climatique, la destruction du vivant, ben, nos communautés, ben, puis surtout les couches les plus marginalisées de nos communautés vont les vivre comme en double. C'est vraiment, c'est ça, c'est une vulnérabilité croisée, là, comme on met une couche justement de la violence des crises écologiques qui commencent à s'accumuler, qu'après ça, justement, où est-ce que tu es sur la planète, tu le vis d'une manière disproportionnée. Puis là, en plus, si tu es dans une communauté un peu marginalisée ou justement qui n'est pas forcément acceptée ou reconnue partout, bien, on rajoute cette couche-là, en fait, de vulnérabilisation. Ouais, puis il y a plein d'endroits où tu peux pas avoir de papier si tu es trans. Tu sais, comme, même en ce moment aux États-Unis, ils veulent criminaliser les gens qui prennent la parole pour les trucs trans. Fait qu'après, imaginez avoir tout ça comme background, puis genre, il y a un tsunami, il y a un ouragan, il y a un feu de forêt. Comment tu accèdes à des ressources? Comment tu, comme, survis à tout ça si, genre, il y a un système judiciaire légal qui essaye de t'effacer, genre? Le saviez-vous? Les discriminations envers les personnes de LGBTQIA+, s'intensifient lors de catastrophes climatiques. Accès à l'aide refusé, identité invisibilisée, droits bafoués. En 2004, après le tsunami dans l'océan Indien, les Avrani en Inde, un groupe dont les membres ne s'identifient ni comme hommes ni comme femmes, ont été totalement exclus de l'aide d'urgence. En 2020, après le tremblement de terre en Haïti, des personnes de LGBTQIA+, se sont vues refuser l'accès au refuge, simplement à cause de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle. Quand la crise frappe, les plus vulnérables paient le prix le plus lourd. Les crises climatiques révèlent les injustices. Il est temps d'agir. Pour alimenter cette discussion-là, j'ai envie qu'on aille écouter un extrait audio de Felipe Fontecilla Guiterres, que tu as déjà présenté, Sandrine, en intro, qui est un jeune activiste queer originaire du Chili, puis en fait, qui nous fait part de ses réflexions sur comment les espaces de jeunes militants, militantes peuvent être plus inclusifs et bienveillants envers les jeunes membres de la diversité. Creo que ha habido un cambio generacional en la forma de entender las diversidades sexuales y de género. Je crois qu'il y a eu un changement générationnel dans la façon de comprendre les diversités sexuelles et de genre, et que la communauté climatique comprend beaucoup mieux aujourd'hui que les luttes s'entrecroisent. Comparativement à ce qu'on a peut-être vu dans les mouvements environnementalistes et traditionnels des années 80, où il y avait une certaine masculinisation des espaces de pouvoir et d'activisme, bien différente de celle qui existe aujourd'hui. Cela dit, je crois qu'il existe encore une exclusion systémique, souvent imprégnée par les systèmes et les structures qui nous régissent socialement. Cette exclusion, en fait, laisse de côté les transdiversités et les identités non binaires dans les espaces d'activisme, comme si la lutte queer et la lutte non binaire étaient exclusivement des luttes de genre.
Je crois que nous, les jeunes activistes, pouvons créer des ponts intentionnels pour découvrir les connexions qui existent entre les luttes transféministes, les luttes de diversité et l'activisme environnemental ou socio-environnemental. Ces interconnexions existent déjà et sont souvent évidentes, en fait, pour celles et ceux qui travaillent depuis longtemps sur le sujet. Alors, ma réponse à la question « Comment les espaces des jeunes peuvent-ils être plus inclusifs et accueillants ?» je dirais que c'est en tendant les ponts, en cherchant à connecter. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre, par exemple, des activismes juvéniles environnementalistes ou de la lutte des transdiversités, ou bien encore de la lutte des identités non-binaires ou de la lutte des bisexuels? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre en fait et comment intégrons-nous ces apprentissages dans le travail que nous faisons? Souvent, ça passe par l'ouverture de nos esprits et pour intégrer des discours qui ne sont pas nécessairement ceux du drapeau que nous portons. Et cela ne veut pas dire que nous nous les approprions, mais plutôt que nous trouvons ces connexions qui nous permettent de nous lier. Nous savons que les changements climatiques sont produits par les systèmes capitalistes extractivistes qui brûlent des combustibles fossiles. C'est aussi un système et une économie très masculinisés, très hétéropatriarcaux, qui subjuguent la nature pour la production économique et au bénéfice de quelques-uns seulement. Et ces quelques-uns sont en grande majorité, en fait, des hommes hétérosexuels cisgenres. Et voilà un point commun entre la lutte de diversité et la lutte environnementale. Nous comprenons que les identités trans, non-binaires, que les diversités sexuelles et de genre se trouvent, elles aussi, subjuguées, exclues par un système qui valorise la masculinité et l'homme hétérosexuel cisgenre. Alors, que se passe-t-il si nous nous rassemblons? Que se passe-t-il si nous travaillons ensemble pour offrir et proposer des alternatives à ces modèles, à ces systèmes socio-économiques? Ce travail, je crois, doit venir des deux côtés, de toutes les luttes en fait. C'est un travail bilatéral qui se déplace dans les deux directions et qui doit être très intentionnel. Alors, si tu me le demandes, je crois qu'il faut tendre les ponts, chercher l'interconnexion pour faire cet appel à mener ces autres narratifs, ces autres identités et à travailler de façon collaborative. Es un trabajo bilateral y que se mueve en ambas direcciones, tiene que ser muy intencional. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai des frissons. Ouais. La question qui était adressée, puis je serais curieuse d'entendre aussi sur le sujet, Zaël, de comment est-ce qu'on peut, en fait, en tant que jeune militant, créer des espaces plus inclusifs, plus bienveillants envers les jeunes membres de la diversité, mais ultimement envers tout le monde aussi. Puis, de manière générale, comment tu as envie de rebondir à l'apport de Philippe? Je pense, globalement, je suis comme vraiment d'accord avec ce que Philippe dit. Je pense que ça touche beaucoup mes réflexions là-dessus. Je pense que comme historiquement, les mouvements écolos ont une tendance des fois à comme exister un peu dans leur coin, séparés des luttes comme droits civils, justice sociale. Comme si on pouvait comme mener la lutte pour les changements climatiques sans changer comme le reste de la société. Je pense que ça change beaucoup. Peut-être des fois, ça change pas assez vite. Mais ça vaudrait la peine, je pense, pour les espaces écolos, jeunes ou non, soient un peu plus à l'écoute des autres mouvements, mais surtout des gens qui existent entre ces mouvements-là, en fait. Comme quand j'étais dans les groupes jeunesse pour le climat, on était des militants queer, trans, qui avaient une historique de s'impliquer sur ces enjeux-là, et qui étaient aussi dans les groupes écolos, mais c'était comme s'il n'y avait souvent pas la place pour qu'on dise « Hey, by the way, genre, votre manière de parler, vos référents, vos luttes, en fait, sont comme un peu violentes envers nous, genre. » Puis dans le sens, déjà, d'écouter les personnes concernées. Puis je pense c'est cool l'inclusivité, mais l'inclusivité, c'est pas forcément la fin en soi. Ça serait cool aussi. C'est peut-être juste la première étape, en fait. Oui, c'est la première étape, en fait. C'est un début, c'est cool. Mais je pense que, tu sais, pour qu'on puisse faire les vrais liens que Philippe mentionne, bilatéral, il faut aussi que les groupes écolos, ils soient présents dans nos luttes. Puis ils réfléchissent à comment ils peuvent soutenir nos luttes de la même façon que les militants queer, les groupes queer viennent dans les manifestations écolos, soutiennent les luttes écologistes. On voit pas souvent des groupes écolos dans les manifs de la communauté. Puis, dernier point, je pense que ça demande un peu d'humilité quand même, ce rapport-là bilatéral. C'est-à-dire, en fait, on a des choses à apprendre les uns des autres. Il y a des manières que nous, on fait les choses, en fait, que si on prenait le temps d'écouter ce que d'autres mouvements, d'autres groupes font, en fait, on apprendrait sur comment on peut mieux faire ou comment on peut faire différemment. Puis pas voir dans un rapport un peu de
en tout cas, comme mon expérience de écolo, des fois, c'est, ben, nous, en fait, on a la lutte qui va sauver l'humanité, on sait comment faire, puis tout le reste, c'est un peu on the side, genre. J'ai envie de rebondir sur tellement de choses que tu viens de dire, Zaël. D'un côté, justement, cette espèce d'équivalence des luttes, que en fait, oui, cette lutte écologique-là qui est un peu notre précipice vers lequel on fonce, ça nous apparaît être la lutte la plus urgente, mais elle doit se mener dans une intersection et de pair avec d'autres luttes, qui est, à mes yeux, à moi, la lutte féministe, justement, la lutte des enjeux queer, et tout ça doit se tenir ensemble face à ce qui est devant nous. J'avais envie de rebondir sur le fait de show up à nos engagements et à nos activités respectives, justement, de comme, ben, si le mouvement queer show up aux activités écologiques, ben nous aussi, il faut qu'on se serre les coudes et qu'on soit présent quand il faut se faire entendre et être bruyant sur des enjeux qui tiennent à cœur, là. Ouais, ben à fond. Je pense que c'est une demande récurrente, surtout des milieux trans, face à comme les projets de loi transphobes à travers le monde, les manifs transphobes. C'est genre, hey, c'est cool de dire que vous êtes d'accord, mais comme là, ça va mal, puis il faudrait que vous, tu sais, c'est quoi, faut pas juste talk the talk, faut walk the walk. Genre, faut show up pour vrai, tu sais. Oui, faut walk the talk. Puis d'ailleurs, j'en profite pour faire du pouce sur... on l'a fait en début d'émission, mais est arrivé à un moment donné cette envie de plusieurs organismes de mettre les pronoms dans une signature, dans une réunion Zoom ou autre, dans une position justement d'allié pour comme porter la cause. J'ai vu certains organismes ou autres parfois le faire un peu maladroitement. De ton côté, Zaël, comment est-ce qu'on peut bien, en tant qu'organisme écologique ou peu importe d'autres luttes, on peut se montrer dans une posture d'allié qui est concrète à la lutte LGBT? Ouais, personnellement, je suis pas full impressionné par les gestes symboliques de ce genre-là. Je pense que c'est aussi que pendant longtemps, il y avait un climat social qui faisait que c'était quand même bien vu aussi, genre, ça donnait un certain capital social, en fait, d'afficher le fait que t'étais comme pro-LGBT. Puis maintenant, avec comme le gros backlash que nos communautés font face, la grosse montée de la transphobie, de l'homophobie, on va voir si les gens continuent à faire ces gestes-là quand c'est difficile. Parce qu'on s'en fout un peu de qui c'est qui est là quand c'est facile. On veut voir qui c'est qui est là quand c'est dur. Puis que ce soit pas non plus juste trendy, finalement, qu'on le fasse vraiment pour des valeurs qu'on porte réellement, tu sais. Puis, tu sais, on en a discuté avant, mais l'idée de mettre nos pronoms, ça crée un climat de sécurité, ça crée un climat de confiance, ça l'amène à en discuter. Puis, c'est important pour nous de souligner que c'est important de continuer à le faire, mais il faut prendre un moment pour réfléchir à pourquoi je le fais et qu'est-ce qu'il faut que je fasse ensuite pour porter cette réflexion-là. Ouais, puis comme, genre, je m'éloigne un peu, mais comme dans les communautés transféminines, c'est aussi un truc qui est comme débattu. Parce que c'est genre, toutes les filles trans se font yell constamment, puis se font tout le temps demander de leurs pronoms. Il y a comme un refus un peu spécifiquement pour les filles trans, de comme, être genre, ah oui, ça a l'air d'une fille, c'est une fille, je vais lui parler comme une fille. Fait que tu sais, des fois, même ce truc-là de toujours demander des pronoms, ça fait chier certaines personnes parce qu'ils sont comme, j'ai l'impression que vous demandez juste les pronoms parce que je suis arrivé dans la salle, genre. Puis qu'il y a une ambiguïté ou qu'il y a un questionnement alors que tu auras envie, en fait, qu'on te voit pour qui tu es puis d'être reconnu d'emblée, là. Ben, pas moi, tu sais, je dis, ouais. Ouais, moi personnellement, genre, c'est pas ma réalité, mais je veux dire, quand il y a une fille qui se pointe, full make-up, super longue robe, talons hauts, perruque rose, genre que c'est la fille la plus femme de l'histoire, puis les gens sont comme, ah, cette personne-là, elle est vraiment cool. Tu sais, t'es comme, c'est full weird comme rapport, puis c'est pas actually woke de, genre, utiliser un pronom non-binaire quand c'est comme pas du tout la réalité de la personne. Puis genre, ces gestes, tu sais, comme, je pense que souvent, ces gestes-là, les gens, ils les font par réflexe, par habitude, mais tu sais, c'est pas une vraie, ça témoigne pas d'une vraie rentrée en relation, en fait, avec les personnes concernées, d'une vraie écoute de ce que les gens disent, d'un vrai rapport, en fait, de se sentir concerné, d'agir, puis d'être présent. Puis c'est ça, tu sais, moi je pense qu'il y a des gens qui se pointent, qui sont présents, on les voit, puis il y a des gens qui font des gestes symboliques, puis on les voit aussi. Puis comment est-ce qu'on peut, dans ce cas-là, devenir comme des réels alliés? Tu sais, par exemple, je pense que des fois, ça peut être un peu maladroit aussi, les manières d'interagir, plutôt que d'être quelque chose de méchant. Fait que toi, comment tu le verrais? Quel conseil tu te donnerais aux gens pour qu'ils soient des meilleurs alliés, en fait? Mais moi, un des trucs que je réalise, c'est que souvent, comme mettons, quand j'invite genre des camarades qui sont pas queer à des espaces queer ou qui parlent de sujets queer, ils disent « Ah, on est mal à l'aise, on veut pas venir », mais comme, j'ai jamais vu quelqu'un qui est genre « Ah oui, genre ça fait vraiment chier que dans une conférence queer ou dans un colloque ou dans un festival, il y a des personnes hétéros, tu sais. » Genre comme, soyez présents, genre, c'est un peu con à dire, mais comme, soyez présents, développez des vrais liens avec les gens,
venez dans les manifs. Puis sinon, faites juste comme parler au monde, genre poser des questions quand c'est pas genre devant tout le monde, que c'est pas des questions invasives. Genre, demandez pas ce que les gens ont des culottes, là, mais genre, tu sais, comme, qu'est-ce que toi tu préfères, comment tu veux que moi, genre, je te désigne, comment je peux te rendre confortable, sans être infantilisant ou faire comme si on avait comme un cancer, genre, mais comme, je pense que c'est... S'intéresser aux gens. Oui, c'est ça, tu sais, de pas, en fait, penser que c'est comme un ensemble homogène, puis que c'est comme, il y a la trend maintenant, la manière de montrer sa solidarité, c'est ça, je vais le faire, puis quand ce sera plus trendy, je vais passer aux prochaines affaires, genre. Puis, ben justement, tu sais, en t'écoutant, je suis comme, OK, on a beaucoup à apprendre les uns des autres, là, clairement, en tant qu'individu, mais de nos luttes aussi. Je pense que la lutte queer a beaucoup à apprendre au mouvement écologique et vice-versa. De ton côté, qu'est-ce que tu penses que la lutte queer a à apprendre au mouvement écologique et vice-versa? Ouais, moi, je suis full d'accord avec ce que tu dis, tu sais, qu'il faut apprendre les uns des autres. Je pense que comme, vite de même, dans la direction, mettons, de qu'est-ce que les mouvements queer pourraient apprendre au mouvement écolo. Je pense que comme les réalités de nos luttes, de nos communautés, de notre histoire, ça fait qu'on a comme, les gens avant surtout, ont dû apprendre comment prendre soin les uns des autres quand il n'y a pas le tissu social, quand il n'y a pas les milieux institutionnels, que ce soit en santé, mais aussi en santé physique ou en santé mentale ou plein de manières, logement et compagnie. Puis je pense que dans nos mouvements, il y a une emphase sur créer intentionnellement des espaces de soins, de discussion, sur prioriser le fait de prendre soin des relations qui nous unissent, que je vois pas forcément dans les autres espaces militants. Je vois pas les mêmes habitudes, les mêmes pratiques, cette même centralité de cet aspect-là dans les discussions. Il y a une idée vraiment qui est forte, surtout dans les mouvements trans, c'est de dire les gens, ils sont pas disposable. Les gens, ils sont pas jetables et remplaçables. Je pense que dans nos communautés, on est plus nombreuses, fait que c'est comme un fait qui est évident. Mais je pense que c'est vrai partout, puis c'est pas mon expérience des milieux écolos, en fait. Ben, je pense que c'est moins pire maintenant, mais je pense qu'il y a une époque où il y avait quand même un peu cette idée-là que, genre, l'important, c'est que les gens, ils viennent, qu'ils se jettent à tout prix dans la lutte, puis quand ils sont comme plus capables, ben, ils s'en vont passer à autre chose, tu sais. Il y a comme toute En une réaction à un sentiment d'urgence, tu sais. Où il faut qu'on y aille, puis il faut qu'on y aille vite et fort, puis il faut qu'on garde la course. Là. Mais même si on garde le sentiment d'urgence ou la course, tu sais, comme on peut en parler, je pense qu'on peut quand même check-in sur les gens quand ils sont plus là. On peut quand même pas considérer que comme une fois ils viennent plus faire de la désobéissance civile ou comme quand ils sont brûlés parce qu'ils sont fait arrêter 3 fois dans des actions, comme ils sont pas morts, tu sais, ils arrêtent pas d'exister. Puis on va pas juste les remplacer par le prochain jeune cégepien qui sort fraîchement optimiste, tu sais, cette idée-là de disposability. C'est un truc que je trouve un peu malsain dans les milieux militants en général, mais qui est très réfléchi dans les milieux trans et queer, parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Tout simplement, à un moment donné, je veux dire, il n'y a pas tant de personnes trans que ça. Puis, je me permets en mode concret, mais moi, c'est quelque chose que je fais dans mes différents comités autres, mais commencer par un comment je me sens, genre comment ça va, comment j'arrive. C'est une petite action que souvent, j'ai vu certains comités super en opposition. C'est on va perdre du temps, nanana. Puis je suis comme, attends. Si on se donne juste une phrase chacun, là, crime qu'on va savoir mieux comment avancer notre moment ensemble en sachant c'est quoi la disponibilité mentale. C'est avec quoi que j'arrive là, à ce moment-là, puis de créer aussi cet espace-là dans notre système à nous, des transitions. De ouf, là, j'étais à quelque part, j'arrive à l'autre endroit. Fait que voilà. Et moi, c'était mon grain de sel. C'était un peu fou pour moi que ce soit pas genre dans tous mes meetings, tous les rencontres, il y a tout le temps ça, c'est comme assez présent. Genre hier, j'avais un meeting, puis on a commencé avec comme une demi-heure de genre, vous êtes où dans votre vie? C'est quoi les prochains mois pour vous? Votre niveau de disponibilité? Comment ça va évoluer? Checkpoint. Puis, tu sais, on vit dans une société qui prend pas nécessairement soin de nous, tu sais. Le système dans lequel on vit, c'est hyper complexe. On est constamment exploité sur différents fronts, tu sais. Puis, il y a des gens qui sont beaucoup plus exploités que d'autres de par leur identité. Fait que je me dis, tu sais, dans un milieu militant, c'est d'autant plus important de déconstruire ça complètement puis de créer un espace où on est capable de prendre soin des uns des autres puis, tu sais, de pas prendre le temps, justement, de faire des choses comme ça, mais c'est pas de prendre soin les uns des autres puis c'est de reproduire les mêmes schèmes que le système essaie de nous imposer, mais qu'en tant que militante, en général, on essaie de déconstruire, tu sais. Ouais, ben, full, puis comme, ça veut pas forcément dire faire moins. Moi, je pense qu'il y a comme, des fois, l'idée, c'est genre, ah oui, l'option, c'est partir en congé ou se brûler. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup, mais bien faire. Puis comme on peut faire la même quantité de projets de travail, mais le faire d'une manière où on prend soin les uns des autres, puis on s'épuise pas. Pour sauter au revers. Oui, ben oui. Parce que je trouve que ça rejoue un peu. Un truc que j'ai beaucoup appris des milieux écolos, c'est un rapport comme un peu dans la même logique contre le productivisme, l'exploitation, mais un rapport à la santé puis à nos corps, en fait, qui ne voient pas comme des ressources
à être épuisés, utilisés, mais on est des organismes vivants, puis on a des besoins fondamentaux. Puis je pense, un truc qui est un peu déprimant des milieux queer, c'est qu'on a eu pendant très longtemps un rapport omniprésent à la mort. Je veux dire, il y a genre une décennie ou deux, peut-être un peu plus, l'âge de vie moyen d'une femme trans aux États-Unis, c'était 35 ans. C'est fou. Le taux de suicide chez les jeunes queer est encore comme, je pense, 2 fois plus élevé. J'ai pas les chiffres, là, mais genre quelque chose comme 2 fois plus élevé que les jeunes. Genre, puis on oublie des fois, mais il y a toute une génération, en fait, surtout les communautés trans, où c'est encore plus présent, mais aussi notamment beaucoup les communautés gays. Je veux dire, il y a une génération complète, pas une complète, mais une génération qu'on a perdu comme des dizaines, des centaines, des milliers de militants, militantes, d'activistes à la crise du sida. Fait que vieillir, genre prendre soin de nos corps, c'est pas un truc que j'ai full vu être centré dans nos communautés. Je pense que comme se rendre à être vieux, c'est déjà un truc que les gens ont comme pas le référent. Fait qu'on a à apprendre des milieux écolos sur le rapport à la qualité de l'air, de l'eau, mais aussi les rapports à l'alimentation, produire notre alimentation nous-mêmes, être proche en fait de ce qu'on mange, avoir un rapport à notre santé qui est pas le truc un peu, acheter des produits de santé qui coûtent 200$, mais un rapport en fait de dire, hey, le système, il priorise pas qu'on soit en santé, il priorise pas qu'on prenne soin de nos corps. Puis c'est pertinent en fait de réfléchir à comment collectivement on peut créer un contexte en fait où on meurt pas du cancer à 40 ans, où notre eau est pas contaminée, où il y a pas la fonderie Horn qui fait que ma famille en Abitibi devait se faire tester tous les ans en grandissant pour l'arsenic, genre. Ouh là là. Puis là, j'aimerais ça pousser un peu la réflexion que tu apportes un peu plus loin, là, parce que tu parles beaucoup de la domination des corps, finalement, de l'exploitation de ces corps-là. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, en fait, c'est quoi le lien un peu entre l'exploitation, la domination des corps de certaines personnes et l'exploitation de la nature? Comme, c'est peut-être un peu évident à dire, mais comme on est des animaux, genre. La nature, c'est pas un truc, tu sais. Dans le sens, il y a des cultures où ça existe juste pas, le mot nature. Parce que comme c'est une distinction qui est un peu arbitraire, c'est est-ce que ça arrête la nature? Genre, ta voiture en métal, elle fait de roche au final, tu sais. Genre, on est la nature. Fait que quand on détruit les écosystèmes, on détruit les systèmes interconnectés d'organismes qui nous maintiennent en vie. Je veux dire, l'eau, l'air, la terre, les plantes, c'est ce qui nous maintient en vie. Fait que je veux dire, notre santé physique, elle est directement impactée par la santé des écosystèmes. On n'existe pas en dehors de la nature, tu sais. On est comme une variante de singe, là. Genre, si ça tue un singe, ça risque de tuer un humain. Ouais, puis je pense qu'il y a un truc que tu as amené, le mot destruction, qui est important et intéressant ici, dans le sens parce que moi, j'ai utilisé le mot exploitation, mais c'est même pas juste l'exploitation des corps, ça va encore plus loin, c'est la destruction des corps et c'est la destruction de la nature, en fait, qui entre en ligne de compte. Puis c'est là qu'on voit aussi que tout est interrelié, c'est très, très, très intime. Tu sais, des fois, si on voit pas nécessairement c'est quoi exactement le lien entre les luttes queer puis les luttes écologistes, ben le lien, il est là, tu sais. Le système, il exploite littéralement tous les êtres vivants et on fait partie de cette exploitation-là. On est des êtres vivants qui sont également exploités. Ouais, ben il y a un concept qui j'ai entendu beaucoup les dernières années qui, moi, me parle beaucoup, c'est le concept d'écocide. C'est le meurtre des écosystèmes. Puis le capitalisme, c'est un système, c'est une machine à mort. Ça transforme le vivant en chose morte. Puis, tu sais, en ce moment, il y a des sonnettes d'alarme depuis quelques années, mais là, dans ce mois-ci, c'est comme au maximum sur la potentialité d'un génocide des communautés trans aux États-Unis. Il y a plusieurs institutions de prévention du génocide à travers le monde qui disent, hey, c'est tous les signes, en fait, qu'on a observés au Rwanda, qu'on a observés chez les Rohingyas. Puis, pour moi, c'est le même système, en fait. C'est un système qui dit, il y a des êtres vivants, qu'ils soient humains ou non, qu'on peut mener à l'extermination. Tu sais, on peut faire disparaître des espèces parce que c'est convenient, parce que c'est avantageux. Puis ça, c'est un système de mort. Puis, tu sais, c'est un peu langage borderline religieux, mais tu sais, on se bat aussi pour le vivant, genre, pour la vie. Puis la vie, c'est aussi les gens dans leur, comme, multitude de réalités. Le saviez-vous ? La crise climatique exacerbe les inégalités déjà existantes. Discrimination, précarité résidentielle, accès inégal aux soins, pauvreté. Ces inégalités touchent de manière disproportionnée les personnes d'ES LGBTQIA+. En raison de leur vulnérabilité face aux conséquences des changements climatiques, les personnes d'ES LGBTQIA+, sont plus susceptibles de devoir fuir pour survivre. Mais les discriminations que ces personnes subissent leur font courir des risques supplémentaires. Au cours de leur parcours migratoire, elles peuvent subir des violences et des abus en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.
On arrive vers la fin de nos échanges. Donc là, pour la prochaine question, j'aimerais qu'on écoute d'abord Felipe, puis ensuite, je t'inviterai, Zaël, à compléter. Donc, la question, c'est, avez-vous des conseils pour les jeunes queer et de la diversité qui cherchent comment s'impliquer et qui ne savent pas par où commencer? Donc, on écoute Felipe. Creo que toma mucho coraje, mucha valentía el involucrarse activamente en cualquier tipo de lucha. Je crois sincèrement qu'il faut beaucoup de courage, beaucoup de bravoure pour s'impliquer activement dans n'importe quel type de lutte. Je crois aussi que les identités que nous habitons sont intrinsèquement politiques. Il y a une connexion entre le courage qu'il faut pour, j'ouvre les guillemets, sortir du placard, par exemple, et le courage qu'il faut pour générer des transformations systémiques. Et cela commence par soi, je crois. Il faut avoir un certain niveau de confiance et de sécurité dans le fait que l'identité que tu habites est la tienne, que personne ne peut te l'enlever, que personne ne peut te dire comment l'habiter ni la vivre pour pouvoir s'impliquer dans des causes sociales. Et je crois aussi qu'il faut développer ce courage comme on entraîne un muscle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les jeunes qui écoutent ceci et qui veulent s'impliquer dans les luttes environnementales, faites-les à votre rythme. S'il y a des organisations dans lesquelles vous vous sentez à l'aise d'exprimer votre identité, de l'habiter et en plus de porter d'autres drapeaux de lutte, tant mieux. L'invitation est de le faire. Mais si vous vous trouvez dans une situation où votre identité de genre ou sexuelle n'est pas en sécurité dans un espace de lutte, prenez votre temps. Vous pouvez vous impliquer rapidement et vivre beaucoup d'inconfort, mais vous pouvez aussi choisir de ne pas le faire. Trouver ces espaces prend du temps, de la sécurité et de la confiance. Et cela s'exerce comme un muscle. Donc, il faut essayer. Personnellement, je me suis lancé à fond dans tout. Je suis sorti du placard, je me suis impliqué dans les luttes sociales et environnementales. Et bien sûr, soudainement naît la question. Qui suis-je quand je mets toutes ces étiquettes sur moi? Petit à petit, j'ai dû choisir et catégoriser les espaces où je me sens à l'aise et en sécurité, où ma voix et ma perspective peuvent être les plus utiles. Mais cela prend du temps. Vous ne les trouverez pas du jour au lendemain, mais il faut essayer, apprendre à connaître, développer cette force et cette sécurité pour s'impliquer dans ces luttes. Je crois que nous avons tous et toutes un rôle à jouer. Il n'y a pas d'activiste parfait. Nous sommes tous et toutes des activistes imparfaits dans un monde qui a besoin de notre travail. Y esa seguridad para involucrarse en estas luchas. Ouf, c'est très intéressant tout ce que Felipe dit dans son témoignage. Moi, personnellement, ce qui me marque particulièrement, c'est l'aspect de sécurité, que pour s'impliquer aussi dans une forme de militantisme, il faut quand même qu'on ait une certaine sécurité qui nous permet de le faire, même pour pouvoir faire un coming out finalement. Est-ce que tu voudrais soit compléter ou ajouter autre chose à ces conseils-là? Ouais, mais dans le fond, je suis d'accord avec tout ce que Philippe disait. Fait que, tu sais, je ne rajouterai pas forcément là-dessus. Mais je pense un truc que j'aimerais rajouter, c'est souvent, j'entends un peu des trucs dans le style genre, je suis déjà trans, queer, c'est déjà difficile, militer, c'est juste rajouter un truc encore plus, ou tu sais, une variante de cette idée-là. Puis je trouve des fois, on parle trop, en fait, des difficultés qui viennent avec l'engagement politique. Mais moi, je veux mettre de l'avant pour le monde qui nous écoute que militer, moi, ça m'a sauvé la vie. Très, très clairement. C'est full rough, en fait, le monde dans lequel on vit. La violence d'un système qui nous fait du mal. Puis militer, ça rend pas ça plus dur pour moi. Ça le rend tellement plus facile, en fait. Peu importe à quel point lutter, ça vient avec un ensemble de difficultés, d'enjeux, en fait. Ça nous amène à prendre conscience de notre puissance individuelle et collective, à reprendre du contrôle face à ce qui nous fait du mal. Puis ça ouvre des portes, en fait, sur des manières de vivre et de rentrer en relation avec le monde qui sont tellement plus grands et plus beaux que ce que ça nous coûte, que ça vaudra toujours la chandelle, en fait. Il y a une beauté, en fait, dans le fait de se tenir droit face à tout ce qu'on nous balance à face. Puis je pense que tout le monde devrait avoir la chance et l'occasion, en fait, de ressentir cette beauté-là. Puis de sentir, en fait, le sentiment qui vient avec le fait de savoir qu'on a agi bien, on a agi justement, puis on s'est tenu droit face à des choses qui nous font du mal, tu sais.
Zaël, ça me touche énormément ce que tu viens de partager. Puis pour moi, justement, aussi, la joie militante, c'est central dans ça. Puis rapidement, confidence, moi, j'ai fait un épuisement professionnel cet automne. Puis quand je suis allée voir ma médecin puis on a discuté ensemble, elle me dit qu'un des facteurs numéro 1 de la dépression, c'était l'incohérence. À partir du moment où tu vas à l'encontre de tes valeurs et de tes croyances, inévitablement, tu t'enlignes vers, justement, une forme de dépression et de tristesse. Donc, reprendre contrôle sur son pouvoir d'agir, puis de sortir de, justement, je lutte constamment, mais de se créer un réseau de, ben, je lutte avec des gens et je suis valide, c'est retrouver, justement, cette joie. Ben, ouais, fait que ça me touche énormément, là. Moi, un des trucs que je suis reconnaissante dans ma vie, tu sais, c'est... J'ai consacré ma vie au militantisme, puis je me lève jamais en me demandant c'est quoi le sens de ma vie, tu sais. Genre, j'ai pas de vide de sens dans ma vie, je sais exactement pourquoi je me lève le matin. Puis c'est un truc que je pense, dans notre monde hyper digitalisé, individualiste, capitaliste, la perte de sens, c'est un truc qui est comme omniprésent. Puis je pense pour moi, militer, puis essayer de bâtir un monde meilleur, ça renvoie ça d'un revers de la main complètement, tu sais. Puis bien, restons sur cette envie-là, justement, de serrer les coudes puis de faire quelque chose. Zaël, est-ce que tu aurais un ou des conseils, en fait, à donner à une personne qui aurait envie de s'engager, qui aurait envie de prendre part aux changements sociétaux et à différentes luttes, qu'elles soient environnementales, queer ou autres? Je vais en donner 3, je pense. Parce que différentes personnes, différentes réalités. Moi, je pense qu'un truc, pour les gens qui sont capables, que c'est une option, aller en manifestation. Même les petites manifs, je pense que surtout qu'on n'a pas l'habitude, en fait, ça change un peu notre rapport au monde, juste être avec beaucoup de gens qui prennent position. D'accord? C'est une bonne place pour commencer. Deuxième, c'est trouver les groupes qui sont déjà proches de nous, en fait. Pas chercher le groupe parfait ou, tu sais, pas chercher à être genre les cool kids, là, d'aller trouver c'est qui la superstar militante, le groupe qui est dans les médias. Trouver qu'est-ce qui est déjà proche de nous, en fait. S'impliquer à notre échelle. Puis le troisième, en fait, c'est de dire, ben, s'il n'y a pas de groupe, s'il n'y a rien qui se passe autour de toi, je veux dire, si t'as 2 amis, ben, t'as un groupe militant, tu sais. Dans le sens que, comme ça, genre, toutes les échelles d'implication sont importantes. Si vous êtes 3, que vous faites de l'affichage sur un enjeu, ben, c'est déjà ça, tu sais. Fait que, tu sais, comme de pas attendre forcément le meilleur moment ou le truc qui fait absolument le plus de sens. C'est comme Philippe le disait, c'est un muscle aussi. Fait que, tu sais, commencer à une échelle plus basse, prendre l'habitude, prendre la confiance. Je pense que c'est vraiment important. Puis dans ce que tu dis, moi, j'entends beaucoup de reconnaissance aussi. Hein. Reconnaître ce qui est là, reconnaître ce qu'on fait, puis donner de la valeur à nos regroupements, tu sais, qui n'ont pas besoin d'être justement 3000 personnes. On peut être 3, puis en effet, c'est vraiment valide, puis c'est fort. Puis est-ce que tu aurais une recommandation, en fait, culturelle, là, si jamais on est comme, hey, j'ai envie de pousser cette réflexion-là dans quelque chose de concret? Est-ce que tu aurais un livre, un balado, un film ou quelque chose à nous proposer si quelqu'un a envie de continuer sa réflexion? Hey, je vais faire de l'autopromotion, mais c'est le seul truc qui m'est passé en tête. Je fais partie d'un collectif de médias qui s'appelle Front Rose. C'est un média engagé, militant, queer révolutionnaire. On publie des trucs sur le web, puis le 6 février, on lance notre prochaine revue sur des thèmes de comment construire un mouvement queer révolutionnaire. Fait que s'il y a des gens qui s'intéressent, c'est au bar Milton Park. Génial. Puis si jamais il y a des gens qui sont pas disponibles pour, par exemple, aller au lancement, mais qui aimeraient avoir la revue, on se la procure comment? Ben, il y a beaucoup de textes sur le web, frontrose.gay, le site web. Sinon, on est sur Instagram, Mastodon puis Blue Sky, Facebook nouvellement aussi. Puis sinon, la revue, elle va être... on a juste 2000 copies, fait qu'elle va être distribuée dans plusieurs endroits militants. Puis on va faire plein d'événements, en fait, pour distribuer. Fait que le mieux, c'est de nous suivre sur les médias sociaux. Mais sinon, la bibliothèque d'IRA, qui est une bibliothèque militante sur Saint-Laurent, à Montréal. Généralement, il y a à peu près tout ce qui se produit de vaguement anarchistes, libertaires, militants. C'est un bon endroit pour avoir de la littérature en général. Génial. Merci pour les recommandations. Zaël, merci aussi pour ta présence en studio. Mais merci à vous, ça fait vraiment plaisir d'être ici. Je tiens également à remercier Felipe pour sa contribution, en fait, à distance. Vous nous avez vraiment appris aujourd'hui sur les luttes queer et le lien qu'elles ont, en fait, avec les luttes écologistes. Donc, merci pour ça. Et bien entendu, on vous invite à continuer à vous informer, à réfléchir et à prendre part à l'action climatique. On se dit à tout bientôt pour un prochain épisode. Ce balado est réalisé grâce à la collaboration entre la table de concertation jeunesse en solidarité internationale de l'ACOSI, le CECI, Catalyso et Sucro. Un grand merci aussi au studio de CISM pour leur précieux soutien au montage.